Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de SIEM et de ses 10 commandements avec Étienne Ladan. Bonjour Étienne. Bonjour. Et Thomas Burnouf. Bonjour Thomas. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Étienne, Thomas, nous avons déjà réalisé un épisode ensemble sur Zero Trust, mais pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi cet épisode, est-ce que vous voudriez bien vous présenter? Étienne? Donc, je m'appelle Étienne Ladan, je travaille en tant qu'expert sécurité au SOC du groupe EDF, et je travaille particulièrement donc, sur les SIEM, les antivirus et toute la partie outillage du SOC. Thomas? Et donc Thomas Burnouf, je suis manager adjoint du SOC EDF. J'ai quelques petites années d'expérience globalement au SOC, que ce soit sur les activités d'analyse, d'études ou d'architecture autour du SOC. Alors, on va parler de SIEM, mais un SIEM, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Donc le SIEM, alors déjà peut-être préciser un petit peu l'acronyme, c'est Security Information and Event Management. C'est en gros l'outil qui va vous permettre de corréler des logs de collecter d'abord des logs au sein de votre SI, de les parser, de les découper afin de les interpréter et d'en sortir des informations, des alertes de sécurité en les corrélant entre eux. Alors, dans quel contexte vous avez réalisé ces 10 commandements? Donc, ces 10 commandements, en fait, je les ai préparés pour une présentation que j'ai fait à une école à Vannes qui s'appelle l'NCBS, donc que j'ai fait devant les étudiants en master de cybersécurité, enfin en école d'ingé de cybersécurité plus exactement. Et du coup, je me suis posé la question de quels étaient les problèmes que je voyais le plus souvent en fait sur les SIEM et qui remontaient le plus couramment quand on croisait les SIEM et qu'on regardait ce qui marchait pas. Et du coup, j'en ai sorti 10 commandements des choses qu'il fallait absolument faire, en tout cas sur lesquelles il faut axer son travail pour le SIEM, pour améliorer ses performances dans le temps et éviter de se retrouver avec des grosses machines qui ne fonctionnent pas forcément comme on veut. Alors, quel est le premier commandement? Donc, le premier commandement... Oui. Tu vas, Thomas? Vas-y. Le premier commandement, c'est des relais de collecte syslog indépendants, tu mettras. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors en fait l'idée qu'on a mis derrière ce premier commandement, c'est lorsque vous construisez définissez votre architecture de collecte, c'est pas forcément de partir sur des collecteurs, vous êtes lié à une technologie, de pas partir forcément directement avec ces collecteurs là au plus près des machines, mais peut-être mettre une couche intermédiaire entre vos équipements que vous souhaitez collecter et votre SIEM. Le but ici, c'est quand vous travaillez dans des grands groupes, dans des grandes entreprises, votre SIEM il va devenir vite assez important et la techno derrière, elle n'a pas forcément une vie à vitam aeternam. Vous travaillez avec des marchés, avec des éditeurs qui vont qui vont travailler sur des marchés de 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et le jour où vous allez devoir changer cette technologie au sein du SI, changer un SIEM c'est compliqué puisque vous avez codé en dur les IP de vos collecteurs. L'idée d'avoir un petit peu une infra de collecte indépendante, c'est de pouvoir travailler avec cette infra et faire un Y par exemple le jour où vous allez changer de technologie. Passer d'une technologie A à une technologie B, vous êtes assez indépendant. Vas-y, tu vas continuer. L'autre avantage, c'est que ça permet de garder un cache en fait sur cette partie de collecteurs. Ils peuvent garder un historique de quelques jours en local avant de les transférer au SIEM ou en les transférant au SIEM, tout en gardant une copie locale qui se nettoie dans le temps. Et ce qui permet en cas par exemple de surcharge des collecteurs de conserver une trace en local. Et en cas de problème, on est capable de réinjecter les logs sur une durée quand même conséquente. Et ce qui évite une des craintes principales qu'on peut avoir dans un SOC, qui est la perte de log, tout simplement. Autre avantage qu'on voyait nous à cette recommandation, c'est de pouvoir mettre une sorte de protection un petit peu contre le déni de service de votre SIEM. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde d'avoir une source de log, un firewall qui se met à cracher des milliers de logs d'un coup. Ça peut vite vous faire un déni de service globalement sur le SIEM, et avoir cette infra devant qui permet d'absorber un peu le burst et qui va tomber, on va dire, avant que ça soit le SIEM. Nous on le voyait comme un avantage.
Et on peut même aller un petit peu plus loin avec ce cache local et cette protection dont Thomas parlait, c'est qu'en fait on peut retravailler les logs avant de les injecter dans le SIEM, comme on a une couche de collecte qui est complètement indépendante de la technologie d'un éditeur. On a la capacité de retravailler nos logs avant de les injecter dans le SIEM. Donc ça peut avoir des intérêts purement, je vais dire, financiers, typiquement sur la volumétrie de logs. Si on est capable de nettoyer des logs en doublon ou de la volumétrie, on peut faire des gains assez conséquents. Ça a un effet sur les performances également, parce que si on diminue le volume de log, on facilite un petit peu le travail du SIEM en descendant la volumétrie sur laquelle il doit travailler. Par contre, ça pose la question de la valeur légale des logs, puisqu'on les retraite à l'arrivée, évidemment. Mais dans certains cas, ça peut être une bonne option, oui. Et dans ce contexte-là, donc on utiliserait des syslogs basiques, on va dire? Pour la partie relais de collecte syslog, oui, c'est sur des syslogs basiques, mais en fait, on peut faire le même travail sur de la collecte HTTP ou sur d'autres typologies de collecte, tout simplement. Ok, alors le deuxième commandement, c'est les regex. Tu apprendras. C'est quoi une regex? Attends, je démêle mes neurones. Une regex, on peut voir ça comme un langage de programmation dédié aux chaînes de caractères. Je pense que c'est la manière la plus simple de le présenter. C'est une manière de programmer des fonctions de recherche ou d'extraction sur les chaînes de caractères. Et c'est une brique de base qui est utilisée dans les SIEM du coup pour essayer d'y rechercher les éléments intéressants. Et malheureusement, pour revenir aux raisons de l'existence de ces 10 commandements, malheureusement souvent c'est une technologie qui est assez mal comprise au sein des SIEM, et on voit assez souvent des expressions régulières qui sont très peu efficaces, qui sont implémentées. Donc le plus souvent ça pose pas de problème particulier, mais par contre quand on tombe sur une regex qui a vraiment été mal implémentée, comme dans tout langage de programmation, on peut programmer un tri sur une liste de manière très efficace ou beaucoup moins efficace, tout simplement, pour donner un exemple. Et pour les expressions régulières c'est pareil. Et du coup, quand c'est mal implémenté, déjà c'est peu lisible pour les autres analystes qui vont devoir s'en servir, et on peut carrément plomber les performances du SIEM purement et simplement si on en a suffisamment. Ouais, sachant que c'est pas évident non plus d'implémenter correctement une expression régulière, parce que il y a plusieurs syntaxes. Enfin, il y a la syntaxe Python, la syntaxe Perl, la syntaxe... différentes librairies vont autoriser plus ou moins de choses, et ensuite le moteur d'interprétation peut fonctionner de différentes manières, et donc il y en a qui vont être très gourmands en ressources, ou il y en a qui vont être au contraire très gourmands en CPU, et donc il y en a qui vont échouer sur des chaînes où il y a des grosses répétitions par exemple. Bon, c'est un peu difficile à faire l'oral, mais disons que jusqu'à quel point il faut connaître le type de moteur qui est utilisé pour arriver à faire des expressions performantes, ou est-ce que c'est juste la lisibilité en fait qui est votre souci principal? Les deux. Alors les grands SIEM permettent souvent de tester en live son expression régulière sur les logs qu'on reçoit. Il faut voir qu'une différence de quelques millisecondes, de 1 milliseconde sur quand vous recevez des dizaines de milliers de logs à la seconde. Clairement la performance est super importante, mais la qualité de la regex est super importante. Et il y a toujours des cas, en effet, comme tu disais Nicolas, qui ne sont pas prévus. Typiquement l'espace dans un nom de compte ou un username, je suis pas sûr que l'analyste qui ait fait la regex il est forcément prévu. Pour moi, le cas classique de l'échec, c'est quand tu matches sur .société.com, par exemple. Oui. Où en fait, il faut faire /société/.com, sinon le point match n'importe quoi, et donc du coup, tu vas matcher les noms de domaine qui sont... par exemple, totallyevil.société.com va aussi matcher. Bon, ça s'applique moins dans un SIEM, mais ça, dans les configurations de contrôle d'accès, par contre, c'est fatal. C'est une des vraies difficultés sur les regex. Je suis entièrement d'accord sur ce que tu disais, Nicolas, sur la difficulté, notamment au niveau du moteur. On peut quand même se donner une idée des performances, malgré tout, assez simplement, qui reste... ça va, moi, de mon expérience, ça varie pas tant que ça d'un moteur à l'autre sur les grosses erreurs qu'on voit sur les regex. Les triples points étoiles enchaînés quand on cherche quelque chose, ça c'est juste magique pour plomber les performances d'un moteur, mais je suis d'accord avec toi, c'est extrêmement compliqué parce que ça dépend de la manière dont le moteur a été implémenté et parfois de la manière dont on implémente l'expression régulière. Typiquement en Python, là, on peut les compiler, ça reste un vecteur d'optimisation qui est intéressant.
Ok. Le troisième commandement, le zéro alerte, tu viseras. Oui. Alors sur ce sujet, hein, il y a une longue croyance qui dit que plus votre SOC génère d'alertes, mieux il bosse. C'est pas forcément vrai, et l'inverse c'est pas vrai non plus. C'est-à-dire si vous recevez une alerte dans la semaine, c'est pas forcément que votre SOC bosse bien. Plutôt que de viser vraiment le zéro alerte, c'est viser le zéro faux positif finalement derrière, et avoir des alertes qui sont pertinentes. Plutôt que d'avoir un nombre d'alertes très important. Il faut vous dire que derrière les alertes, il y a un nombre d'humains au SOC qui travaillent, et ce nombre d'hommes, il n'est pas infini. Donc il faut des capacités humaines pour traiter les alertes. Ce qu'on parle vraiment, nous, c'est de prioriser ces alertes, de les traiter en deux axes. Gravité, fréquence, et de prendre en gros ce qui est en haut à droite, hein, les alertes les plus graves en premier et les plus fréquentes, les plus graves et les plus fréquentes en premier. Ce zéro alerte, hein, moi je l'ai déjà vu le côté, mais on a 3000 alertes, on est les meilleurs du monde, on a tout vu. C'est bon, c'est que notre SOC il marche bien, et c'est complètement contre-intuitif. Enfin, non, si c'est 3000 alertes, mais il y a 2990 fausses, on est juste en train de saturer des analystes qui travaillent pour rien. Non, mais par exemple, ceux dont l'ODR ou l'antivirus a été arrêté par un attaquant en vue de déployer son rançongiciel, est-ce que ce sont ceux qui ont une alerte de temps en temps et c'est la bonne? Ou est-ce que ce sont ceux justement qui ont des centaines d'alertes et puis ils n'ont pas vu que les antivirus ou les EDR avaient été arrêtés? Bah, c'est typiquement l'exemple sur lequel moi je dis il faut vraiment travailler sur la notion de faux positif sur ces alertes. C'est que il faut pas tant que ça s'intéresser, il faut s'y intéresser un petit peu, mais ça ne doit pas forcément déclencher une alerte aux événements qui sont bloqués par les équipements de protection. Un flux qui est bloqué par un IPS, par un firewall ou par un antivirus pour un exécutable, ben finalement les équipements de protection ils ont fait leur taf. Donc on n'a pas besoin de le déclencher en alerte, de gérer une analyse, ça devient intéressant si effectivement... C'est plus une alerte, c'est un event. C'est ça. Ça devient un événement et ça devient intéressant si on a beaucoup de machines qui d'un seul coup se mettent à popper cet event-là. Là, clairement, il y a quelque chose qu'il faut regarder. Mais un flux bloqué, ben, c'est bon. Oui, mais si c'est l'équipement de protection lui-même qui est désactivé, est-ce que ça doit faire une alerte? Alors là, il y a quand même des tas de gens chez qui ça fait pas d'alerte alors qu'ils ont un SIEM. À partir du moment où tu en as un, peut-être pas, mais quand tu commences à en avoir 10, 15 dans la même seconde qui sont désactivés, oui, ça doit lever une alerte. L'ODR qui est désactivé sur tous les postes de travail, en général c'est une GPO, mais c'est bizarre quand même. On est d'accord, ça doit faire une alerte. On est complètement d'accord. Ouais, mais ça c'est... Après, tu as la modification de l'ODR. Si tu mets en non bloquant, par exemple, il peut t'envoyer un event comme quoi il a détecté quelque chose de malfaisant, puis donc ça roule. Donc ce que tu m'expliques, c'est que... Et la majorité des entreprises au départ, quand tu déploies de l'EDR, c'est en non bloquant, hein, parce que si tu mets en mode bloquant dès le démarrage, le métier va avoir des difficultés. Ce que tu m'expliques, c'est la désactivation de l'EDR, c'est normal, c'est juste un VIP qui est pas content parce qu'il peut pas faire ce qu'il peut faire. Exactement. Et donc, lorsque c'est pas volontaire, mais que c'est un attaquant qui désactive, on oublie de réaliser que c'est une alerte, une vraie cette fois-ci. Après, je suis pas totalement d'accord, parce que si tu as un événement qui est, par exemple, l'antivirus a bloqué Mimikatz sur ton contrôleur de domaine, ok, t'en as qu'un seul, ok, t'as peut-être qu'un seul contrôleur de domaine, mais ça reste quand même un événement que tu as envie d'investiguer. Enfin, je veux dire, tous les événements sont pas... c'est pas le nombre d'événements similaires qui fait leur qualité. C'est plutôt, on va dire, c'est aussi le fait qu'ils n'ont jamais été vus avant, ce qui me fait dire aussi qu'un moyen pour limiter le nombre d'événements, ou en tout cas le nombre d'incidents, c'est d'automatiser au maximum et de jamais refaire deux fois la même investigation. C'est-à-dire que si une alerte a été vue comme un faux positif, d'une manière ou d'une autre, elle ne doit plus jamais réapparaître dans la console. Ah non, parce qu'elle peut être un faux positif à un instant T et ne pas être un faux positif à un instant T plus quelque chose. Un Mimikatz utilisé dans une Red Team, c'est pas une alerte. Un Mimikatz utilisé par un stagiaire alternant
qui est rentré à la compta. Non, mais un stagiaire, il n'a pas accès au contrôleur de domaine. Et puis ta red team, si c'est une vraie red team, elle est détectée comme un attaquant. Tu vas pas mettre des règles pour autoriser la red team à utiliser Minicat, c'est pas les Chinois. Enfin, sans vouloir faire de... en restant dans la bienveillance. Mais... Ce que tu disais, Nicolas, moi je suis d'accord, hein, c'est la partie cycle d'amélioration continue. En fait, c'est ça que ce commandement pointe, hein, c'est le cycle d'amélioration continue derrière les alertes. Et effectivement, on ne doit pas fermer 2 fois la même alerte. Après, la boucle d'amélioration continue que tu mets, elle doit être un petit peu intelligente. Effectivement, si tu vois Mimikat une fois et que c'est ta red team qui est en train de faire joujou sur le contrôleur de domaine, et que tu décides que la bonne action à prendre pour éviter que l'alerte se reproduise, c'est de dire que Mimikat sont whitelist sur le contrôleur de domaine. Effectivement, t'as raté quelque chose. T'es passé à côté du sujet. On a vu des fournisseurs de solutions de logiciels dire désactiver Windows Defender dans le répertoire de notre solution parce que ça génère des faux positifs. Donc, whitelister tout, c'est // ma solution. Ça s'est pas toujours bien passé à la fin, surtout quand la solution a un 0D. Et puis, il y en a, ça peut il y en a pas sembler que... un troll, mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement quand même. On a quand même des éditeurs qui ont pignon sur rue qui proposent ce type de solution. On est en train de digresser. Alors, le 4e commandement, c'est données d'inventaire, tu collecteras. Alors, des données d'inventaire, qu'est-ce que c'est ? Alors, quand Thomas a expliqué ce que c'était qu'un SIEM tout à l'heure, il a effectivement expliqué que c'était une machine qui mangeait des événements, des logs et des événements temporalisés dans des machines qui remontent justement dans le SIEM. Les données d'inventaire, c'est la partie qui permet de contextualiser ces événements. Donc tout simplement, c'est l'étape de correspondance qui vous donnez pour un login, l'utilisateur qui est derrière, son nom, son prénom, éventuellement l'unité dans laquelle il travaille et le responsable de sécurité informatique auquel il est rattaché. C'est les données qui... Ça veut dire que tes assets sont à jour et que tu as une CMDB fonctionnelle et à jour. C'est le point le plus compliqué. Ah ouais. Alors je pensais qu'on ferait cette émission le 1er avril. Les gars, si vous avez un parc informatique avec une CMDB à jour, venez chez Deno Limite Sécu. On peut vous aider. Mais non, mais la CMDB, c'est un truc du passé. Aujourd'hui, tu trouves les machines par d'autres moyens. Oui, mais tu trouves les machines, mais à qui elles appartiennent ? C'est ça le vrai sujet. Ah ben, parce qu'avoir là, la seule va se mettre à parler non, sur ça, la seule solution, une fois que tu as une machine dans ton DNS, c'est que quelque part, elle doit être à ton groupe. Si tu veux savoir à qui elle appartient, tu fais un déni de service dessus et t'attends de voir qui gueule. Ça marche. Alors, chers auditeurs, vous ne mettez surtout pas ça en pratique. Vous je suis désolé. La perte de votre emploi. Si jamais il y a une machine, si jamais il y a un serveur que tu n'arrives pas à faire mettre à jour, que tu n'arrives pas à faire mettre à jour. Moi, je fais de la cybersécurité, je suis là pour protéger les entreprises françaises. Et donc, s'il y a un serveur que vous n'arrivez pas à mettre à jour, dont vous ne retrouvez pas le responsable, le propriétaire et l'administrateur, vous faites un déni de service dessus, quel que soit son OS, et il y a quelqu'un qui va se réveiller. Si personne se réveille, c'est qu'il faut décommissionner cette chose-là, point. Hervé, c'est peut-être une machine qui sert tous les 10 ans. Il y a des applications qui ne servent pas souvent, pas des serveurs ni des machines virtuelles. Ceci dit, maintenant qu'on a des tas de trucs dans le cloud dans tous les sens, je vous assure qu'on achète des trucs à un instant T, et tant qu'il y a quelqu'un qui paye, ça reste éternellement, et il n'y a plus personne qui s'en sert. Ce commandement, je pense que celui-là, il faut vraiment le graver. Moi, j'ai deux choses à rajouter sur la CMDB, comme tu disais. Je suis d'accord, c'est une vraie purge à collecter proprement. Une CMDB, c'est une plaie. Et en fait, la meilleure méthode que moi j'ai trouvée pour avoir des bases d'inventaire à jour, c'est de les faire soi-même. On va poser la question au RH, on va poser la question aux admin AD, et on construit nous-mêmes les scripts d'export pour récupérer ces données-là. Parce que si on se base sur celles des équipes informatiques, en général, elles sont pas complètes au mieux. Et ensuite, je rebondis sur la remarque d'Hervé, sur le fait d'éteindre une machine. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans un environnement de prod. On profitait des arrêts de salle machine pour ne pas redémarrer certaines machines. On oubliait de les relancer.
Et tant que ça criait pas, c'est que la machine ne servait à rien, et on a réussi à réformer des vieilles machines comme ça. En fait, c'est que le client, le métier avait oublié cette machine-là. Quand on leur posait la question, ils en avaient absolument besoin, et en réalité, ils pensaient pas à la bonne machine, ils l'avaient oublié celle-là. C'était plus chez eux. Alors, le 5e commandement, sur tes données, tes utilisateurs, tu formeras. Ouais. Alors, très souvent, on pense à aller former ces analystes, les petits nouveaux, techniquement sur comment fonctionne le SIEM, comment fonctionne l'outil. Très souvent, les clés qu'on oublie de leur donner, c'est le contexte des données. Qu'est-ce qu'on collecte? Est-ce qu'on collecte l'ensemble des logs du SI? Est-ce que les IPS sont devant ou derrière les firewalls? Est-ce que dans les logs firewall on collecte l'ensemble des logs? Est-ce qu'on a que les hello? Est-ce qu'on a que les deny? C'est des choses qu'on oublie, et ça c'est énormément d'importance, parce qu'en fait dans un SIEM c'est très très rare que vous collectez 100% des logs de 100% des équipements du SI. Donc avoir ce contexte, qu'est-ce qu'on collecte pas, est-ce qu'on collecte l'ensemble des filiales et pas que la maison mère, ça c'est des choses super importantes. Voilà, le prévenir qu'il peut y avoir des particularités métiers, des logs qui sont pas forcément standards. Voilà. Très souvent on pense à l'utilisation du SIEM mais pas les données. C'est d'autant plus vrai quand vous avez un turnover qui est très très important au niveau de vos analystes. Très souvent la connaissance de l'infrastructure finalement du SI elle est que sur les anciens, et chez nous on dit souvent les personnes du SOC doivent mieux connaître le SI que les admins système ou les admins réseau. Voilà, ça c'est vraiment penser à former sur les data plutôt que la techno. Ok. Le 6e commandement, tes alertes, tu contextualiseras. Alors, celle-là, c'est la suite des données d'inventaire à collecter. C'est la deuxième partie. Donc sur les données d'inventaire, on collecte la partie on va dire informatique d'entreprise. Là, on s'en sert vraiment pour contextualiser les alertes, pour donner en fait de l'information à l'analyste qui va traiter l'alerte. Et typiquement, c'est voilà le cas classique, c'est mais il y a un IDS qui a levé une alerte comme quoi tel CVE aurait été exploité sur un serveur web. Voilà, donc on déclenche, voilà, serveur web exposé et tout. Et en vrai, en fait, le serveur web, la CVE est touchée Apache, et là, on était sur un 2IS en face. Donc, on était face à un outil automatisé. Et ça, voilà, c'est vraiment le cas d'usage classique des données d'inventaire. Et sur lequel il est vraiment nécessaire de donner de l'information à l'analyste pour pas qu'il ait besoin d'aller la chercher et de perdre un temps pas permis à aller retrouver cette information-là à la main. En fait, si cette information-là elle remonte dans sa console directement, son travail ça va lui prendre 30 secondes maximum. Si cette information-là ne remonte pas, il peut passer 2 semaines à aller retrouver dans quelle équipe est géré ce serveur, qui est le RSSI, quel est le serveur qu'il y a derrière, quelle est la techno de serveur web, est-ce qu'on a la bonne version. Et en fait, ce travail-là, c'est juste de la perte sèche pour l'entreprise qui paye l'analyste en fait. Sauf s'il est capitalisé pour alimenter les données d'inventaire derrière. C'est peut-être le seul point où ce travail-là peut être positif. Mais il vaut mieux l'industrialiser dès qu'on est sur des parcs un petit peu costauds. Peut-être pour continuer sur ce que dit Etienne, on va dériver un petit peu du sujet d'aujourd'hui du SIEM, mais aujourd'hui ce qu'on voit apparaître sur le marché, c'est des SOR, des outils d'automatisation qui permettent de venir aider à contextualiser ces alertes-là à partir de d'autres sources pour les analystes, et en automatisant en partie une vue dashboard à l'analyste qui va lui présenter les différentes vues, et un début de réponse à incident automatisé. SOR, c'est l'acronyme de Security, orchestration, automatisation et hand response. Donc voilà, c'est des outils, on va dire, qui vont faire un petit peu d'automatisation autour des outils de sécurité de votre SI. Ça demande un SOC quand même mature qui a déjà bien industrialisé, et ça se fait sur des use cases très précis au départ. On peut pas, pour une personne qui vient juste de monter son SOC, il a ses équipes d'analystes, il monte en puissance, c'est compliqué d'installer. C'est les retours d'expérience qu'on a.
Le 7e commandement, tes recherches, tu réfléchiras. Donc sur ce 7e commandement, un petit peu comme sur les regex, les recherches, alors chaque technologie de SIEM a son propre langage de recherche. C'est trop facile si c'était un langage unique de recherche, mais l'idée c'est plus vous maîtrisez ce langage, plus vos recherches seront optimisées et vous aurez des réponses rapidement quand vous êtes sur un SIEM où il y a une vingtaine d'analystes qui travaillent en même temps. Si vous commencez à faire une recherche full text toto sur un an de log dans l'ensemble de votre SIEM, vous allez complètement écrouler la machine et puis personne ne va pouvoir s'en servir de la journée. L'idée c'est d'avoir des recherches un peu complètement optimisées avec le langage très souvent de l'éditeur. Il faut savoir que des fois, dans les SIEM, vous pouvez indexer ou non certains champs. Vous ne pouvez pas indexer tous les champs de recherche, donc il y a des priorités à définir sur quel champ on indexe ou non. Et puis, des bonnes pratiques quand vous faites une recherche, si vous n'êtes pas certain de votre recherche, vous la faites d'abord sur 2-3 minutes avant de la faire sur 6 mois. Donc voilà, et après, quand vous avez votre recherche, elle fonctionne bien sur 2-3 minutes, qu'elle est optimisée, vous étendez un petit peu votre plage de temps. Pour compléter ce que dit Thomas sur la partie tes recherches sur réfléchira, moi c'est un exercice que je fais souvent en formation sur les SIEM. On parlait de la formation d'utilisateurs sur nos propres données, et ça c'est un exercice que je fais souvent en tout début de formation pour leur apprendre le langage du SIEM. En fait, je leur fais faire la même recherche de 3 ou 4 manières différentes pour qu'ils se rendent compte de l'impact que ça a en fait au niveau du fonctionnement sous-jacent de l'outil. Et juste sur une bête recherche d'accès à un site web particulier, on prend un site web qui est pas trop accédé pour que ce soit pas trop violent, mais simplement faire la recherche sur le texte brut, sur un champ indexé, sur un champ pas indexé, avec une regex mal écrite, avec une regex bien écrite. On peut faire 5-6 manières d'écrire la même recherche, et on va du simple au décuple pour une seule recherche. On peut facilement aller d'une recherche qui prend 30 secondes pour chercher sur un mois à une recherche qui prend plusieurs minutes, voire plusieurs heures si on est sur des très gros volumes de log. Ça c'est un exercice, souvent ça leur parle bien. Ils accrochent. Le 8e commandement, tes alertes régulièrement, tu contrôleras. Alors, celle-ci, c'est pas forcément sur le suivi des alertes au quotidien, c'est plutôt sur l'évolution des alertes dans le temps. Et le fait que les formats de log, les volumes de log qu'on reçoit en fonction des produits peuvent évoluer dans le temps. Et du coup, on peut vite se retrouver avec des alertes en fait qui détectent plus rien, simplement parce que le produit a changé, a subi une mise à jour majeure. On est sur un outil un petit peu ésotérique d'un éditeur qu'on supervise, et ils font une grosse mise à jour, ils changent leur format de log, ils passent d'un format texte brut à un JSON, et d'un seul coup, si on s'en est pas rendu compte et si le métier a oublié de prévenir le SOC, on va continuer de recevoir des logs, mais ils seront juste plus traités parce qu'ils seront plus interprétés par l'outil. Et donc il faut vraiment partir du principe que les alertes d'un SIEM elles vieillissent, et donc il faut les remettre au goût du jour récemment, et ça fait avec la corollaire côté attaquant, c'est que les techniques d'attaque aussi elles évoluent, et donc ce qu'on cherche aujourd'hui, même si on cherche toujours un petit peu la même chose, mais ce qu'on cherche aujourd'hui ça peut être un petit peu différent demain, ou ça peut être légèrement modifié demain, et donc c'est vraiment important de revoir régulièrement ces règles de détection de manière à les remettre au goût du jour, tout simplement. Après, la question c'est comment on fait ça. Là c'est un petit peu à chaque organisme de décider comment il peut faire, mais pour moi d'expérience le bon format c'est quand l'expert sécurité rejoint le métier en faisant un petit peu le marteau et l'enclume sur le SIEM, et il faut vraiment avoir la connaissance des deux environnements, parce que si on s'appuie que sur la connaissance du métier pour générer des alertes, souvent on a des alertes de sécurité qui sont assez simplistes, on va dire, ils n'ont pas forcément la culture sécu. Par contre, si on se repose que sur la vue sécu, on peut vite se retrouver avec 4500 alertes dans le SIEM, parce qu'on n'est pas pertinent sur les règles de détection, et du coup on a besoin de la connaissance du métier, de la connaissance du degré d'exposition, de la maturité de leurs utilisateurs, du public qui utilise la solution, pour pouvoir définir des alertes qui sont pertinentes. En fait, cette connaissance-là, elle est nécessaire. Donc voilà, il faut vraiment avoir
cette idée de régulièrement repasser sur ces règles d'alerting et puis vraiment impliquer les gens qui sont supervisés par le SOC dans le SIEM pour faire ces revues, parce qu'eux aussi ils ont un contexte qui évolue et souvent dans les équipes sécu on le voit pas forcément quoi. C'est assez loin. Mais tu parles de revues de règles, c'est un peu comme les revues de règles firewall et autres, donc c'est quelque chose que tu recommandes de faire tous les ans, tu l'intègres dans tes revues de contrôle interne, quand tu as une inspection générale pour des organismes qui sont régulés. Comment tu fais, comment tu l'as fait pratiquement, parce que c'est... comme tu disais, tu te trouves avec plusieurs milliers de use cases, d'alertes pré-configurées. Et si tu attends que le métier te dise j'ai changé de telle version ou il y a telle chose, c'est un peu comme la SMDB. Tu t'attends le miracle, quoi. J'ai dit que c'était des commandements, j'ai pas dit qu'il fallait qu'ils étaient faciles à suivre. Ouais, mais toi tu l'as appliqué comment en interne comment t'as fait pour te dire tiens, voilà, je vais refaire mes règles. Comment tu recommanderais aux auditeurs de dire ok, j'ai mis mes règles, on l'est en 2021, est-ce que je l'ai fait le 31/12/2022, je les revois toutes une par une? C'est un travail de fou, quoi, si t'en as 4000. Est-ce qu'il y a des outils qui existent pour t'aider dans ce contexte-là, par exemple? Je sais pas, sur un champ, tu t'attends systématiquement à recevoir que des chiffres, et puis là, tu vois que tu as un petit peu de tout dans ce champ, ou ce genre de choses. Sur la partie organisation, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on a des référents par métier ou par domaine d'activité qui sont ensuite responsables des différents use cases de détection. Et c'est eux qui sont également en charge de vérifier régulièrement. Alors, je vais pas te donner une réponse à 3 à 6 mois, mais en gros, c'est au moins une fois dans l'année. Ouais, c'est comme une revue documentaire. C'était sur le principe de la revue documentaire. Même si ton document n'a pas bougé, tu es en version 1.0 en 2020, tu le relis, tu vérifies qu'il est toujours conforme, qu'il est toujours pertinent, qu'il t'apporte toujours de la pertinence. Voilà, tu fais la 1.01 et c'est parti, quoi. Mais au niveau de la conformité interne, tu es hyper propre. Complètement. Et en plus de ça, chez nous, les personnes sont en relation directement avec le métier pour leur rappeler régulièrement. Et au fait, est-ce que vous n'avez pas fait un upgrade? Pensez à nous le dire, quoi. Enfin, on fait dans les deux sens. On essaye. Parce qu'on est complètement d'accord. Le métier, il fait un upgrade, il a oublié de nous le dire, ou alors il a racheté des serveurs. Et j'ai oublié de prévenir mon SOC, quoi. Ça, c'est classique. Et, pour revenir à la dernière remarque de Johan, sur la partie contrôle dans les champs, on le reverra sur le 10e commandement. Sur le fait de suivre un modèle homogène, et effectivement c'est typiquement le genre d'alerte que tu peux mettre si tu vois du texte arriver dans des champs qui sont prévus pour recevoir que de l'IPv4, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui est mal interprété. Le 9e commandement, tes données, tu documenteras. 9e commandement, en fait, qu'on aurait pu mettre en premier et qu'on peut trouver pas que forcément sur le SIEM. On va toujours parler en 2021 de la doc, mais c'est le plus important, que ça soit pour les personnes qui vont gérer le SIEM, que les analystes. Encore là, on va parler de la doc, mais c'est vraiment l'élément central. Bah ouais, mais si je bosse dans un SOC, c'est justement parce que développeur, ça me faisait trop chier de faire de la doc. Alors, on va pas parler de la doc forcément côté analyste, mais ceux qui vont maintenir le SIEM, qui vont le mettre à disposition, c'est comment fonctionne globalement le SIEM. Là, tu dis qu'il faut documenter les données. Donc, je dois expliquer les données. Alors on en reparlera dans le 10e commandement, mais l'idée c'est d'avoir, il n'y a pas de règle typiquement username quand vous passez un champ. Est-ce que le champ il s'appelle user, est-ce qu'il s'appelle username, est-ce qu'il s'appelle account? C'est super important. Quand tu gères plusieurs domaines au sein d'un SOC. Qui a eu 3-4 personnes qui sont passées avant vous, qui ont fait la collecte, qui ont fait des champs, qui ont parsé des champs, peut-être qu'ils ne l'ont pas appelé comme il fallait. Globalement, c'est d'avoir une doc unique et une façon de faire unique, documentée. Documenter ces process aussi au sein du SIEM. Forcément, dans un SIEM, à un moment donné, vous allez traiter des données personnelles. Et puis un jour, il y a la CNIL qui va arriver, qui va demander à voir les traitements que vous faites des DCP. Donc le jour où vous avez la documentation qui est prête, c'est toujours mieux que de la faire en urgence. Oui, mais normalement, tu ne devrais pas avoir ce problème. Pourquoi? Parce que à chaque traitement, il est tout à fait implicite que pour tout type de traitement de données à caractère personnel au sens métier, il y ait des opérations de sécurité. Ces opérations de sécurité, elles incluent
tout ce qui est journalisation et donc SIEM et donc analyse à des fins de sécurité des données. Elles incluent tout ce qui est audit de sécurité. Et donc toutes les fonctions de sécurité qui sont opérées par un SOC comme par un auditeur ne demandent aucune déclaration de traitement spécifique. Donc tu ne vas devoir déclarer que des traitements que tu réaliserais qui vont au-delà de la sécurité qui est implicite associée à toute application qui manipule des données à caractère personnel. Puis tu as le DPO aussi, tu as le dépôt de ton entreprise qui va être mis dans la boucle et qui va aussi valider avec le juridique s'il y a de la donnée de traitement personnel. Alors, moi je connais des traitements ultra vicieux sur des journaux qui constituent un nouveau traitement, mais ça n'est quand même pas le cas général. Donc, c'est pour rassurer les auditeurs, hein. Non, il faut pas fantasmer. Non, parce qu'il y a aussi des tas de prestataires, ils te font faire des tas de trucs. Non, ils te sont marqués nulle part. Hein. Ça marche pas comme ça. Donc, voilà. Il faut être cool. Hein. Quand on fait de la cybersécurité, c'est implicite du fait qu'on traite des données à caractère personnel. Ça ne demande pas d'un nouveau traitement dans le registre dans un cas habituel. Mais comme tu l'as dit, ça dépend un petit peu de la personne qui a été mandatée par ton responsable pour te faire ton audit de traitement des données personnelles. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on le vit aussi parfois différemment au quotidien. Oui, il faut faire appel à des professionnels pour se faire assister quand on reçoit des auditeurs, parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui ont une vision d'auditeur des choses, qui est à des années-lumière, y compris du référentiel, y compris de ce que tu fais toi réellement. Et j'aime beaucoup les auditeurs qui n'ont jamais fait de prod de leur vie et jamais fait quelque chose qui tourne de leur vie, qui te réexpliquent ton métier que tu fais depuis 5 ans, quoi. Voilà, il faut... Bon, alors peut-être... je suis un peu caricatural, mais... Sachez recadrer l'auditeur. Un délit de jeunesse, Hervé. Un auditeur n'a pas forcément les cheveux blancs. Tu peux sortir de l'école et expliquer à quelqu'un qui a 20 ans d'expérience comment fonctionne une prod. Le 10e commandement. Le format de tes champs, tu uniformiseras. Donc du coup, on l'a un petit peu vu entre les lignes là, depuis le départ. Un des commandements qui nous a semblé peut-être le plus important et à mettre en dernier, c'est vraiment de nommer les champs qui sont extraits dans le SIEM de manière homogène. J'entends par là, hein, c'est un SIEM, on l'a vu, c'est pas des données structurées, on n'est pas sur une base de données SQL, et donc comme le disait Thomas tout à l'heure, on peut très bien avoir un champ username, un champ login, un champ user underscore name, un champ some account name qui vont désigner le même objet, mais depuis différentes sources de log. On va toujours avoir un login utilisateur dedans, mais il va être nommé différemment. Et du coup, ça c'est source 1 de confusion, mais 2 d'erreur de la part des analystes, puisque du coup, eux vont faire une recherche, par exemple sur le same account name est égal à Toto1234 pour notre utilisateur qui est source de l'incident, et parce que les champs n'ont pas été nommés correctement, ils vont passer à côté de peut-être 30-40% des événements sur cet utilisateur-là, et rater une vraie alerte de sécurité. Donc on peut donner l'exemple du username, hein, on peut donner l'exemple des IP, pareil le src underscore IP, le src IP, le IP, le source, c'est tout, enfin il y a 4500 manières d'appeler le même champ différemment, et un petit peu comme pour la doc, il n'y a pas de bon nommage. Le bon nommage, c'est celui sur lequel tout le monde est d'accord, et pour la doc, c'est pareil, il n'y a pas de bon référentiel documentaire ou de bon outil pour documenter. Il n'y a que celui que tout le monde utilise et sur lequel tout le monde est d'accord pour l'utiliser, pour éviter justement que ces éléments-là se répartissent. Et pour les champs, c'est la même chose. Il faut avoir un référentiel unique qui dit qu'une IP source, ça s'écrit src underscore IP tout le temps, et qu'un login utilisateur, ça s'écrira toujours username, et qu'on peut toujours pivoter, quel que soit le log, sur ces éléments-là quand on fait une recherche. Ça permet de faire de la corrélation. Mais je comprends pas. Il n'existe pas des normes ou des référentiels qui font autorité pour cette dénomination ?
Alors, moi j'aime beaucoup celle de Splunk pour le coup, qui est le Common Information Model. Je pense qu'il en existe d'autres, mais pour le coup, celle de cet éditeur-là, elle est plutôt cohérente, elle est bien fournie, elle est accessible sur Internet facilement. Oui, mais en dehors des formats et des noms qui ont été choisis par les éditeurs, moi j'ai vu passer des normes que je n'ai pas lues. Hein. Non. Des normes ETSI, des normes européennes. Enfin, il y a tout un tas de gens qui ont fait des groupes de travail justement pour normaliser les champs des SIEM, etc. Et en fait, tout ça, c'est pas du tout utilisé dans la vraie vie. Moi, je les ai jamais vus pour le coup sur un SIEM. Ça sort pas le stade des think tanks. Et quelle est la différence entre le chant du SIEM et le chant des sirènes? Pour revenir à ta question, celui de Splunk, il a le mérite d'exister. C'est celui que j'ai souvent vu, souvent soit appliqué tel quel, soit dérivé. Souvent, c'est inspiré d'eux. Et il se rebase dessus pour refaire une variante locale à l'entreprise. Mais c'est celui qui est peut-être le plus abouti que j'ai vu aujourd'hui. Ok, on a fait le tour des 10 commandements. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait apporter une conclusion? Je pense que la question de conclusion, c'est le SIEM est-il un échec? Non, le SIEM est un succès. Grâce à lui, énormément de gens détectent des incidents. Là, on rigole sur les SIEM qui fonctionnent mal, les SOC qui détectent rien. Mais on parle jamais des SIEM qui fonctionnent bien et des SOC qui détectent les incidents à temps. C'est comme la sécurité, en fait. Oui, on n'en parle que quand ça va pas, et quand ça va bien, on trouve ça normal. C'est vrai pour tout, et pas que pour la cybersécurité. Donc la sécurité, des fois, elle marche pas bien, pour autant, elle n'est pas un échec. Non, mais les SOC sont condamnés à marcher de mieux en mieux. Il y a l'expérience qui rentre au début, c'est comme tout. On voit des erreurs que toute équipe fait, mais c'est normal, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage. Mais aujourd'hui, des SOC qui ne détectent pas, ça n'existe plus, quoi. Ça existe du fait que si vous venez de le monter, vous avez une équipe qui est faite avec des juniors. Mais les offres des sociétés de services qui vous accompagnent pour monter des SOC vous permettent généralement, s'ils suivent les 10 commandements, ça marche assez bien, quoi. Nous recommandons à tous les auditeurs qui gèrent un SOC, travaillent dans un SOC et utilisent des SIEM, de nous dire s'ils ont réussi à appliquer ces 10 commandements. Et il y aurait même un 11e commandement qui serait à appliquer. Est-ce que le SOC prédictif a une capacité à exister ou pas? Non, parce que quand on voit des offres commerciales, avant d'avoir l'événement de sécurité, nous allons détecter l'événement de sécurité. Moi, j'ai toujours pas compris. Hein. Mais j'essaye, j'y travaille. Hein. Mais c'est facile. Tu as des ransomware qui essayent de rentrer dans ton réseau. Tu ne les as pas encore vus, mais sache qu'ils sont là, ils t'attaquent, ils essayent. Ok. Étienne, Thomas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.